Je sais pas, j'avais ça en moi de vouloir combattre. J'aimais la guerre, j'aimais les armes, j'aimais le combat. C'est 3 entraînements par jour. Donc le matin, moi je me lève assez tôt, je me lève entre 4h30 et 5h. Je fais un peu d'hypnose, de méditation, de la musculation le matin. Mon entraînement de force maximale, d'explosivité, ça dure assez longtemps. Moi je fais à peu près entre 2-3 heures. Je récupère un peu. Ensuite entre midi et 14, c'est la session boxe. Donc tout ce qui est boxe, technique, déplacement, etc. Et après l'après-midi, c'est tout ce qui est cardio. Donc sur la piste, endurance fondamentale, sprint en côte. Et après le soir, c'est études de boxe. Donc soit j'étudie des combats de boxe, d'anciens combats de boxe, de Mayweather, ce Gary Leonard ou autre, soit si j'ai mon adversaire, je vais étudier mon adversaire. Attention, il a été touché, il a pris un crochet gauche, il est en difficulté, il tente d'accrocher, il est touché, il est au bord du chaos. La foudre, c'est la foudre. Et il accélère, il l'a vu, il va conclure, c'est le cauchemar. Oh là là. En fait, il faut trouver le juste milieu entre s'écouter un peu, pas trop s'écouter, parce que si on s'écoute trop, on s'entraîne pas, on fait rien. Pour s'imposer, il s'est transformé en bûcheron, dit Bombay. Ce que j'ai appris là, c'est surtout ces 4 dernières années, c'est que sans bon staff, c'est-à-dire sans bonne équipe de promotion, management également, communication, etc., en fait, on peut être Mayweather, Mike Tyson, on n'ira nulle part. Quel serait aujourd'hui ton combat de rêve, l'adversaire? Canelo. Vraiment bravo à lui, parce que là, ce n'est pas facile ce qu'il est en train de vivre. attention à ses droits qui s'écrasent, en répétition sur la tente d'un Boulaté. Oh là 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 là. C'est terminé. L'arbitre qui met fin au supplice de Soso Aboulaté. Pierre, très heureux de te recevoir sur l'Ascension. Comment tu te sens? Je me sens très bien. Là, c'est pas l'exercice le plus facile pour moi. Les interviews, c'est pas. Moi, je préfère l'entraînement, la boxe, etc. Mais bon, merci de m'accueillir, c'est super. C'est un plaisir. On s'est rencontrés il y a une semaine, quasiment heure pour heure, à l'heure où on discute. Dans un contexte bien particulier, il faut savoir que Pierre, par le fruit du hasard, on s'est contacté, ça s'est fait vraiment de façon très très naturelle, a été encadrant lors de la classe 9 masculine. À l'heure où je parle, c'était le week-end dernier. Parle-moi un peu de ton expérience en tant qu'encadrant sur cette classe. Tu m'as dit que tu connaissais le projet avant, mais que tu t'étais pas forcément projeté. Tu te retrouves encadrant dans cette classe. Un petit peu. C'était vraiment une expérience enrichissante. C'est parce que j'ai déjà fait des stages de boxe, j'ai déjà donné des cours privés, etc. Mais là, d'être dans un contexte comme ça, un peu de stage, on va dire un peu type militaire, j'ai vraiment apprécié même toutes les valeurs qu'il y a eu pendant ce stage, comme on en parlait, la cohésion de groupe, le dépassement de certaines personnes qui étaient pas que j'aurais pas pensé, on va dire aussi fortes mentalement. Les voir se dépasser, c'était vraiment très très impressionnant. Qu'est-ce qui t'a surpris ou marqué particulièrement dans ce week-end? Alors on va dire ce qui m'a surpris en premier, enfin c'est pas en premier, mais c'est la cohésion du groupe. La cohésion, la force que le groupe pouvait apporter aux gens les plus faibles, et aussi l'histoire de chacun des candidats et le fait que leur raison d'y être était, on sentait que c'était que la raison de leur pourquoi était vraiment fort et que ils pouvaient pas abandonner. On sentait que le dernier jour là, quand ils ont parlé devant la cloche, on sentait que c'était pas possible qu'ils abandonnent. C'est quoi les quelques épreuves, pour fermer la parenthèse et passer rapidement au podcast, mais les épreuves qui t'ont le plus marqué, toi en tant qu'encadrant avec un œil extérieur qui a surveillé, cadré les candidats, les épreuves qui t'ont le plus marqué, ouais. Le plus marqué, c'était plus le deuxième jour, quand ils ont fait la masse pendant, je pense tu leur as fait faire 1 heure de masse ou quelque chose comme ça. 1h30 à peu près. Et là, tu voyais vraiment que certains sortaient vraiment tout ce qu'ils avaient dans les tripes. C'était plus on va dire que c'était qu'ils sont passés à une autre étape à ce moment-là. Là, tu le voyais vraiment.
On a attiré la foudre même avec cette épreuve. Exactement. Fini sous le déluge. Mais écoute, moi j'ai été vraiment ravi de t'accueillir, de te donner cette responsabilité. Tu as incarné le rôle à merveille. C'était le 10e événement, 9e classe masculine, et avec la classe féminine l'été dernier. La meilleure que j'ai jamais organisée. Tu étais présent avec Eric, avec Paul, avec le reste du staff. C'était un très grand moment et vraiment j'étais ravi de t'accueillir et j'avais aucun doute sur le fait que tu incarnes ce rôle pleinement et tu as vraiment ajouté un énorme plus à cette classe masculine, très sincèrement. Alors merci pour ça, c'est un grand moment et les vidéos arrivent très bientôt. Pierre, on va rentrer dans le vif du sujet, on va décomposer le podcast en 3 parties, une partie focalisée sur, alors là c'est plutôt pour l'audience, sur l'enfance, vraiment ce qui a construit mon invité dans les grandes lignes, les épreuves, les moments marquants, le contexte familial, l'environnement dans lequel il a grandi, ton parcours amateur. La deuxième partie, ça va être son parcours professionnel. Je vais te laisser te présenter juste après par rapport à qui tu es, ce que tu fais, quel niveau tu as aujourd'hui. Et une troisième et dernière partie, sur des questions plus profondes, qui vont nous permettre de mieux comprendre comment ça se passe dans la tête de Pierre, comment il gère certaines peurs, certaines difficultés, certains obstacles, et comment il continue de progresser encore aujourd'hui. Donc Pierre, pour toutes celles et ceux qui ne te connaîtraient pas, je te laisse te présenter simplement. Donc je m'appelle Pierre Dibombé, je suis boxeur professionnel en France, j'ai eu plusieurs titres, j'ai été champion de France, champion de l'Union Européenne, champion WBA intercontinental. Là, mon objectif, c'est de devenir champion du monde dans les 3 ou 4 ans à venir. Et donc voilà, je suis quelqu'un de, on va dire, très déterminé dans ce que je fais, donc la boxe là, en l'occurrence. Et donc, je suis sûr, enfin, je suis pas sûr, mais je vais tout faire pour y arriver. Magnifique. On va remonter vraiment au début de ta vie. Où est-ce que tu as grandi? Dans quel environnement familial? Comment tu te sentais quand t'étais enfant, quoi? Alors, j'ai grandi avec ma mère, parce que mes parents se sont séparés quand j'étais tout petit. Ma mère a toujours été une mère très poule. C'était une mère qui m'a beaucoup couvé. Et donc l'environnement, c'est un environnement, on va dire, classique. C'est pas un environnement, on va dire. Souvent, la boxe, on peut penser que c'est des gens qui viennent de quartiers plus défavorisés ou des choses comme ça. Moi, c'était pas, il y avait pas de tout ça. Et voilà. Ok, super intéressant. Moi qui ai un lien particulier avec la boxe, tout ce que j'ai créé aujourd'hui, la chaîne YouTube, le podcast, l'entraînement, ce que je fais aujourd'hui, si j'avais pas commencé avec plusieurs années de boxe anglaise à haute intensité, je pense que j'aurais craqué, je pense que j'aurais jamais été ce que je suis aujourd'hui. Donc ça m'intéresse parce que c'est quelque chose, je me souviens quand j'ai commencé la boxe, moi qui viens d'une campagne en Ardèche, qui a beaucoup joué sur mes croyances en me disant, bah si je viens d'ici, c'est mort quoi. Si je viens il y a rien, il y a à peine un club de boxe dans les environs. Donc est-ce que tu peux revenir très rapidement sur comment dirais-je, l'influence de ton environnement, de ton lieu dans lequel tu as grandi par rapport à tes croyances de futur boxeur? On va y venir progressivement, mais comment t'as vécu ça? On va dire, j'ai pas trop réfléchi à cette. J'ai pas tellement réfléchi. Après, moi, j'ai pas commencé par la boxe. Hein, j'ai commencé par le taekwondo. Oui. Donc après, c'est pas quelque chose. Tu t'es pas arrêté dessus? Non, je me suis pas arrêté sur ça. Marche. Ouais. Ok, ça marche. C'était quoi l'ambiance à la maison? Tu parlais de ta mère qui te couvait beaucoup. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus par rapport à ça? L'ambiance à la maison, c'est ça, ma mère qui me couvait beaucoup, mais après ma mère elle a toujours cru en moi. Par exemple, quand je voulais après je faisais de la batterie quand j'étais petit, je faisais du taekwondo comme j'ai dit, et elle m'a toujours poussé à atteindre mes objectifs, et que ce soit ma mère ou mon père, ça a toujours été des sportifs. D'accord. Des sportifs les deux, donc et toujours un peu dans une vision élitiste, on va dire. Un peu plus mon père que ma mère, mais c'était toujours être le meilleur. Ok. C'était un peu ça. Et l'ambiance, c'était une ambiance, on va dire, classique.
Une ambiance classique. Discipline instaurée dans l'éducation directement, de parents sportifs ou pas plus que ça? Est-ce qu'ils t'ont influencé à commencer le sport? Est-ce que c'était vraiment une norme chez vous? Non, ils m'ont pas influencé. En fait, le combat, on va dire le taekwondo et ensuite la boxe, c'était vraiment une vocation. Que ce soit mon père ou ma mère, ils ont jamais été combattants. Ok. Et c'était vraiment quelque chose, dès 5 ans, je sais pas, j'avais ça en moi de vouloir combattre. J'ai toujours été dans on va dire, j'aimais la guerre, j'aimais les armes, j'aimais le combat. Et c'est ça, vers 5-6 ans, je regardais les films de Bruce Lee, les moines de Shaolin, et je savais que je voulais faire ça. Et vraiment, c'est une vocation. C'est plus une vocation que. D'accord, donc ça chose. vient vraiment de toi. C'est toi qui as voulu qu'on t'aide à t'inscrire, quoi. On t'a pas dit fais du sport, fais du taekwondo. Non, c'est toi pas du tout. qui l'as désiré dès ton plus jeune âge, en fait. Exactement, pas du tout. Ouais, c'est vraiment ça. Après, l'éducation, ça a pu jouer sur le fait de si tu te mets là-dedans, tu continues et peu importe, tu continues, tu vas pas lâcher parce que t'as un petit bobo ou parce que t'en as marre ou quelque chose comme ça. C'est plus ça le rôle de cette éducation à ce moment-là. Mais sinon, non, c'est vraiment la vocation. Ok, magnifique. Donc, tu as commencé par le taekwondo. C'est ça. Comment tu fais tes premiers pas dans ce sport et comment se déroule la suite de tes années de taekwondo? Comment ça se passe? Alors, j'ai commencé par le taekwondo, enfin j'ai fait quelques cours de karaté avant, et après j'ai vu, parce que j'allais à la médiathèque, je suis ouvert des bouquins d'arts martiaux, j'ai vu un mec qui envoyait des coups de pied, je me suis dit ça a l'air pas mal, et donc je me suis mis au taekwondo, et j'étais déjà doué, j'étais un enfant doué au niveau que ce soit de la souplesse, l'agilité, etc. Et donc j'en ai fait pendant 9 ans, donc de 7 ans à 15 ans. Et j'étais champion de France justement de taekwondo en 2004. 2004, j'étais champion de France. Et après, ça s'est arrêté parce que j'ai déjà eu pas mal de problèmes de genoux. Je m'entraînais déjà beaucoup à l'époque. D'accord. Mon père, c'était, on va dire, c'était un peu une éducation dure au niveau de l'entraînement. Il m'entraînait pendant des heures. Il fallait que je répète les coups de pied des heures. Ton père te coachait? Oui, il me coachait, ouais. Ok. Il me coachait et du coup, à cause de ça, je me suis blessé au genou. Ok. Ok, c'est ce qui a mis un terme au taekwondo? C'est ça. D'accord. C'est ça qui a mis un terme au taekwondo. Ok. Donc tu te blesses au niveau des jambes, t'as des douleurs, et on en avait discuté, tu m'as dit que c'est ce qui t'a poussé vers la boxe anglaise. C'est ça. Je te laisse C'est continuer ça. Donc moi, dans ma tête, c'était vraiment le combat. Fallait, peu importe ce que je faisais comme sport de combat. En fait, c'est pas tellement le sport de combat en lui-même, c'est le combat. Ça aurait pu être la boxe, ça aurait pu tomber sur le MMA, sur le jiu-jitsu ou n'importe quoi. Plus de percussion, mais c'est vraiment le combat qui m'intéressait depuis tout petit. J'étais vraiment là-dedans. Et donc en me blessant au genou, je me dis bon bah qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas faire de la boxe thaï, du MMA. Enfin, il y avait pas le MMA à l'époque. Mais donc un sport de combat qui utilise les mains et pas les jambes en percussion. Donc j'ai choisi la boxe anglaise à ce moment-là. Ok. Donc toi, c'est vraiment le combat qui t'intéresse, peu importe le moyen, peu importe le sport en question. Exactement. Tu voulais de l'adversité, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est pas la boxe, j'ai toujours aimé la boxe, mais pas plus que ça. C'est pas, Ok. j'étais pas à 7-8 ans ou même à 15 ans, je vais devenir boxeur, je suis fan de, j'en sais rien, Mike Tyson, c'est Ok. vraiment que le combat. Super Et intéressant. d'ailleurs, même à cette époque, je voulais, il y avait ça, j'aurais voulu aussi aller dans l'armée, dans les forces spéciales ou des choses comme ça. Pareil pour le combat, c'était vraiment Ok. ça l'idée. Ok. Donc c'est plus un besoin, quoi. Si tu peux pas le faire, c'est là que ça va pas. Tu as Exactement. besoin de le faire. Ouais, exactement. Ok. C'est Ok, je exactement vois. ça. Parle-nous de ton premier combat en boxe anglaise chez les amateurs. Comment Alors, tu l'as vécu? Mon premier combat en boxe anglaise chez les amateurs, c'était un peu spécial parce que c'était mon premier combat et je boxais quelqu'un qui avait 32 combats, 30 victoires, David Papo en l'occurrence, il s'appelait. Ton il premier s'appelle combat pardon. amateur? Mon premier combat amateur, ouais. J'avoue Et que c'était... Wow. Ah, tu connais David Papo? Ouais. Et donc c'était mon premier combat. J'arrive... Il a été champion de France ou vice-champion de France. Moi, j'ai 0 combat. Il y a pas une catégorie, comment ça se passait à l'époque, novice, élite? ce qu'on Normalement, appelle il y a cette catégorie-là et je sais pas ce qu'ils ont fait au niveau de la Ok. fédération. Peut-être qu'ils voulaient qu'il fasse un combat de rentrée ou quelque chose comme ça.
Et j'ai entendu son entraîneur juste avant, une semaine avant, il y avait un gala de boxe. Il avait dit son entraîneur, ah bah le Pierre Hubert d'Ibombé, s'il passe pas Pierre Hubert d'Ibombé, j'arrête la boxe. Son entraîneur qui disait ça, pas David Papo. Et ça m'avait un peu énervé. Je me suis dit bon bah il va voir. Et je suis arrivé sur ce combat. J'ai gagné, je crois, 9-3. C'était encore les scoring machine à l'époque. Et c'était mon premier combat amateur et c'était un bon hold-up. Incroyable. Ok. Je parle du premier combat amateur parce que c'est toujours un moment, je pense, inoubliable pour tout boxeur. Oui. Combat amateur. Comment tu gères toi, tu as déjà un gros bagage en taekwondo, en sport de combat avant ça. Comment tu gères la pression avant de monter sur le ring, le combat qui arrive, la perte de poids potentiellement, la pesée, l'adversité, et puis le combat. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui te galvanise plus qui te draine? Comment tu le gères ça à l'époque déjà? À l'époque, après je pense que ce qui m'a aidé c'est depuis tout petit je suis baigné dans la compétition. En fait au taekwondo dès 7 ans et demi j'ai commencé la compétition. Je faisais aussi de la batterie à l'époque, donc je faisais des concerts devant tout le monde, etc. Donc de toute façon j'ai toujours du stress, même là j'ai du stress, donc mais j'ai toujours, on va dire, bien géré ce stress. Et j'ai remarqué que même plus j'étais stressé, plus j'étais performant. En fait, si j'avais peur, plus j'avais peur, plus le combattant en face me faisait, on va dire, peur entre guillemets, plus j'étais performant. Et même maintenant, c'est pareil. Ok. Alors qu'il y a certains combattants, il y en a même beaucoup de combattants, on dit les champions du monde à la salle, ils sont champions du monde à la salle, sur le sac, en sparring, ils arrivent en combat et c'est pas du tout les mêmes. Et ça arrive souvent. Donc toi, c'est quelque chose plutôt que t'as appris à dompter et qui te pousse dans la performance. La pression, le stress, la peur. Totalement, c'est quelque chose. C'est pas du tout agréable, vraiment ce stress-là. Il y a des stress qui sont vraiment pas agréables. T'espères en avoir moins, le maîtriser ou autre, mais j'ai compris que grâce à ça, j'allais être plus performant. Donc, Ok. Voilà. Ok. Parle-nous de ton parcours amateur. J'ai fait quelques recherches, j'ai cru comprendre que tu avais un beau parcours amateur, plus d'une 60aine de combats. C'est ça. À peu près une 60aine de combats. C'est ça. Parle-nous un petit peu des accomplissements, des combats marquants, des choses qui t'ont personnellement le plus fait grandir dans ton parcours amateur, et puis la durée avant de passer professionnel. Alors le plus marquant, c'était la victoire combat avec David Papo, et le premier combat, c'était vraiment incroyable. Ensuite, j'ai eu une carrière amateur, on va dire, j'ai eu beaucoup de problèmes dans ma carrière amateur. J'ai eu des blessures, j'ai eu pas mal de vols au niveau de l'arbitrage. Par exemple, 10 jours avant les championnats de France, je me suis fait casser l'orbite à l'entraînement. Une autre fois, on a pris ma tension, le médecin a pris ma tension, c'était l'année d'après. Elle était trop haute, donc j'ai pas pu les faire. Enfin, j'ai eu beaucoup de, on va dire, d'obstacles à affronter. Et les faits les plus marquants, c'était vraiment ça, David Papo, et ma demi-finale aussi en championnat de France contre Christian Mbili, qui avait été un combat vraiment très serré. Très serré. Il y a eu une victoire préférentielle pour Christian Mbili. J'ai perdu mon protège-dents 2 fois. On m'a donné 2 avertissements. Et donc du coup ça s'est joué à ça, on va dire. Donc tu as dit que tu as fait une transition entre le taekwondo et la boxe anglaise aux alentours de 15 ans, c'est ça? C'est ça. 15 ans. Et en termes de rythme de combat, comment ça se déroulait? Dès les premières années, t'étais sur une moyenne de combien de combats à l'année? On va dire 7 à 8, je pense, 7 à 8, même peut-être une dizaine. J'ai commencé en 2009, j'ai arrêté en 2014. Je suis passé pro en 2014, c'est ça. Donc je pense une dizaine de combats à peu près par année. 10 combats par an, ça marche. Donc là, t'as 15 ans, donc jusqu'à tes 24, 25 ans.
C'est ça, Passe jusqu'à pro. mes 20, même plus tôt, hein, je crois, 22, 23, je crois, 2014. 22-23 ans, ok, ça marche. À côté de ça, il y a l'école. On va faire une aparté. T'étais quel type d'élève, toi, à l'école? Alors j'étais bon. J'étais bon parce que mes deux parents sont professeurs de maths, de D'accord. mathématiques, donc ils étaient forcément très très durs aussi à l'école. Hein, et j'étais assez bon, mais ça m'intéressait vraiment pas du tout. J'avais l'impression d'y aller, que je perdais mon temps. Donc déjà dès que j'ai commencé la boxe, je me levais à 4h30 le matin, je m'entraînais entre 4h30, 6h30. Après j'allais à l'école. Je m'entraînais entre midi et 13h30, je mangeais en 5 minutes. Et après, je partais à la boxe, je m'entraînais encore 2-3 heures. Je faisais les deux cours de boxe, je partais en tram. Et donc, et vraiment l'école, ouais, ça m'intéressait pas du tout. Donc ce que je faisais pour pas perdre mon temps, je sais pas si tu vois les Arcos, c'est des mini iPad. Ok. iPad, et je regardais les combats de boxe et je les étudiais en cours. Ok. J'ai étudié ça pour pas perdre mon temps. À partir de 15 ans, tu me parles déjà de 3 entraînements par jour, Oui, ouais. avec l'école. À partir de quel moment tu t'es dit, je vais faire ça de ma vie, quoi. Je vais devenir boxeur professionnel, je signe pour ça, je sais que c'est ça et rien ne m'arrêtera. À partir de quel moment? Je pense un peu avant de passer professionnel. C'était pas au tout début, parce que j'avais dans la tête de rentrer dans les forces spéciales. J'avais deux obsessions. C'était le combat, donc que ce soit la boxe, MMA ou autre, et donc l'armée, les forces spéciales. J'avais tout un classeur à l'époque où je mettais des trucs sur le GIGN, le premier PIMA, etc. Et je voulais faire ça, et donc je savais pas trop encore à l'époque ce que j'allais faire, et Okay. après j'ai été dans la boxe, mais et d'ailleurs c'est un peu un regret de pas avoir tenté de faire ça. Mais donc voilà, c'était ça. Ok. Donc jusqu'à tes 22, 23 ans quand tu passes professionnel. Oui, ouais. Jusqu'à ce moment, dans ton esprit, il y a encore la possibilité de dévier dans les forces spéciales. Voilà, jusqu'à on va dire 20 ans à peu près. 20 ans. Ouais, ok, ouais. ça marche. Alors que t'as 30, 40, 50 combats amateurs, Oui, ouais. forcément, tu coches les cases, tu fais les championnats de France, tu te rapproches de la licence professionnelle. Ok, super intéressant. Ok, donc vers 22, 23 ans, tu passes professionnel. Oui. Comment tu vis ce passage chez les pros? Est-ce que pour toi, c'est la suite logique? Ou est-ce que c'est quand même un tournant et tu prends conscience de certaines choses à ce moment-là? C'est la suite logique, et c'est un peu une libération, parce que j'étais pas tellement à l'aise en amateur. 3 rounds, c'est très rapide. Moi, je suis un peu un diesel, je mets du temps à me mettre je commence à être performant à partir du 4e, 5e round. Et je préfère l'idée de la boxe professionnelle qui est plus dans l'efficacité, c'est un peu plus proche du combat, on va dire, que la boxe amateur. La boxe amateur, c'est plus de l'escrime, des points. Et donc j'étais très très content de passer pro, et mon premier combat, c'était en 4 rounds. Et je me sentais vraiment bien. À partir du 2e, 3e round, je me suis dit, il me reste encore un round, et je me sens bien alors qu'en amateur, je me sentais pas si bien que ça. Je me sentais pas tellement bien. La boxe, comment elle est super rapide. Enfin, super rapide, pas au niveau des coups, mais au niveau de l'intensité des 3 rounds. Et donc plus une libération. Ok. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Moi qui ai fait... j'ai seulement 4 combats amateurs, j'ai fait 5 ans de boxe anglaise dans un club de professionnels, donc en fait, un peu comme toi, moi c'était pas des obstacles, c'était plutôt un manque d'opportunités. J'ai D'accord. très peu d'adversaires. Je me souviens d'une année où j'avais fait les championnats régionaux, j'avais eu qu'un adversaire qui a déclaré D'accord, forfait, ok. donc une année sans combat, des choses comme ça. Mais je vois ce que tu veux dire en amateur. Presque aussitôt on commence, aussitôt c'est terminé, t'as pas le droit à Voilà, ouais, l'erreur. c'est ça. Tu peux perdre pour une bêtise, pour quelque chose, t'as pas le temps de scanner ton adversaire, tu le découvres en montant Exactement, sur le ring. exactement, ouais. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. Tu nous as parlé de ton premier combat professionnel, donc c'était en 4 rounds, tu m'as dit? C'était en 4 rounds, mes 3 premiers Ok. combats c'était en 4 rounds contre quelqu'un Ouais. que Flavien Bruno Bongongo, que j'avais vu au Ceinture Montana avant, qui était très bon boxeur, mais j'ai pas eu de difficulté justement parce que je me sentais bien. Les 4 rounds, j'étais plus posé, j'étais plus apaisé, et quand t'es plus posé, relaxé, apaisé, même dans le combat, et bah tu vois plus les trous, tu comprends mieux la boxe de l'autre que quand t'es un peu Oui.
Et donc voilà, ça s'est très bien passé, j'ai gagné au point ce combat-là. Ok. Juste pour revenir un petit peu en arrière et d'entrer en profondeur dans ton parcours professionnel, comment se passent les études? Tu arrêtes les études à quel moment? Et quand tu passes professionnel, est-ce que tu fais ça à fond dès le départ ou est-ce que tu alternes avec un travail à côté? Alors j'ai eu mon bac électronique parce que mes parents voulaient absolument que j'ai un bac, ça c'était j'étais obligé ça. Et après derrière je me suis inscrit au STAPS et j'ai arrêté directement en fait, j'ai même pas fait un cours, je me suis dit non, je peux pas, je veux vraiment me consacrer à la boxe amateur à fond. Et donc après quand je suis passé professionnel, j'étais portier à côté, j'étais portier en boîte de nuit. Et j'ai fait ça pendant au moins 10 ans. Hein. Pendant 10 ans, je faisais la boxe pro et la porte ou la boîte de nuit. Et mais j'arrivais à concilier les deux parce que soit j'avais un patron plutôt tranquille qui pouvait me laisser faire mes entraînements dès que j'avais un combat. Là, par exemple, dernièrement, j'ai arrêté il y a 4 ans. Mais il me laissait, par exemple, 2 mois avant le combat, il me laissait m'entraîner, me laissait me préparer. Donc ça allait. Et mais bon, j'ai arrêté parce que tu peux pas, même au niveau du sommeil, l'hygiène de vie, tout ça, c'est le monde de la nuit, donc je peux pas être à fond dans quelque chose, vouloir être champion du monde et faire les deux trucs à la fois. Non, bien sûr. C'est super riche comme épisode et je l'ai vraiment imaginé et anticipé en visualisant tous les boxeurs amateurs qui vont écouter ce podcast, qui te connaissent ou qui te découvrent et pour lesquels tu vas être un exemple, un modèle dans le parcours, dans la manière dont tu as géré. Tu es un très très haut niveau aujourd'hui, tu vises encore plus haut, et je pense que c'est vraiment une mine d'or pour un amateur qui peut être dans l'adolescence ou début de l'âge adulte, qui a le rêve de passer professionnel. Donc mon idée c'est vraiment, au-delà de passer en revue tout ton parcours et de comprendre qui tu es, comment tu fais pour atteindre ce niveau, comment gérer le stress, comment tout ce qui fait ce que tu es aujourd'hui. Au-delà de ça, comment dirais-je, donner les clés aux personnes comme par exemple ton ancien toi, le Pierre de 15 ans qui commence la boxe anglaise, qui continue dans le parcours amateur avant de passer professionnel, avant que ça devienne quelque chose de très sérieux. Les choses qui ont fait toute la différence, qui t'ont permis d'atteindre ce niveau-là. Et donc on va continuer sur le parcours professionnel. Est-ce que il y a eu un moment dans ta carrière professionnelle ou même dans ta carrière amateur où tu as profondément douté de toi, pensé à tout arrêter peut-être pour toute autre chose ou pour je ne sais quelle raison? Est-ce que ça t'est arrivé ça? Non, ça m'est jamais arrivé. J'ai eu beaucoup d'obstacles, que ce soit en boxe amateur ou en boxe professionnelle, mais j'ai toujours été très têtu et très vraiment, je suis quelqu'un d'obstiné. Donc je pense que c'est une bonne qualité et aussi un défaut. Je suis obstiné dans tout. Quand je veux quelque chose, si je veux aller quelque part, je vais tout faire pour y arriver. On va continuer sur ton parcours professionnel. T'as parlé de ton premier combat, jusqu'au championnat de France. Comment ça se passe, le nombre de combats, les aléas, les obstacles, le fait de comment dirais-je, t'imprégner de la boxe professionnelle de ce monde-là. À mes débuts professionnels? Début professionnel jusqu'au niveau national. Jusqu'au niveau national. Donc j'ai eu à peu près peut-être 10 de combats, tous gagnés. J'ai eu un combat plus difficile contre Michael Diallo. Donc après le championnat de France qui devait être normalement contre Louis Toutain. Et Louis Toutain c'était en mi-lourd. Après il est descendu en super moyen. Je sais pas s'il voulait me boxer ou pas. Et du coup j'ai boxé Gabriel Lecronier à ce moment-là et j'ai gagné le championnat de France. Ok. Qu'est-ce que ça te fait à ce moment-là quand t'es champion de France? Pas grand-chose, parce que je suis champion de France, mais c'est qu'une petite étape. Vraiment, je veux toujours aller plus haut et c'est vraiment, ok, très bien, j'ai champion de France, maintenant, qu'est-ce que je fais? Immédiatement, voilà, on vise plus haut. Ouais. Exactement. Ok, donc tu deviens champion de France, pour toi c'est qu'une étape, la prochaine c'est l'Union Européenne.
Comment se passe ton parcours du niveau national au niveau de l'Union européenne? Le nombre de combats, les difficultés encourues, à peu près la même question que de tes débuts professionnels jusqu'au niveau national. Et comment se passe bien le grand combat pour devenir champion de l'Union européenne? Alors, il y a eu quelques étapes. Donc, j'ai été champion de France. J'ai pas voulu défendre mon titre parce que je voulais viser plus haut. Et après, j'ai eu entre-temps la WBA intercontinentale contre un Argentin. C'était mon premier combat international contre un Argentin que donc j'ai gagné. Cette ceinture-là, j'en ai été fier. C'était mon premier combat international. Donc et ensuite, après ce combat-là, il y a eu l'Union européenne contre Demchenko, un Italo-Ukrainien qui frappe fort. Et ce combat-là, ça a été une grosse étape parce que c'était quand même quelqu'un de connu qui frappait fort et qui avait battu Hakim Zulika juste avant, qui est un nom qui était à l'époque un nom en boxe dans la boxe en France, et qui l'avait mis justement KO au 5e round. Donc je me suis dit ça allait être mon premier combat difficile avec quelqu'un de cette envergure-là. Et donc j'étais très stressé quand même. Je crois que c'était mon combat, de tous mes combats professionnels, c'est le combat où j'étais le plus stressé. Okay. Et mais c'est un combat qui s'est très bien passé parce que comme je disais précédemment, quand je suis stressé, et ben je peux même être meilleur. Enfin en général, je suis meilleur. Donc je suis arrivé, j'étais très concentré, j'ai maîtrisé le combat. Il m'a touché quand même à un moment parce que c'est quelqu'un qui frappe au 8e, mais au 8e ou 9e. Mais à part ça, j'ai très bien maîtrisé le combat et j'ai gagné au point. Ok. Là, tu te rapproches forcément du plus haut niveau. Oui. Est-ce que par rapport à ta ceinture de champion de France, tu sens une différence? Est-ce que pour toi c'est clair dès le départ, quand tu passes professionnel, tu en fais ton métier, tu t'investis à 100%, à côté de ça t'as un travail, tu gères les deux, tu montes progressivement, mais c'est une obsession, tu ne penses qu'à ça quoi. Le niveau mondial, tu le vises depuis quand? Comment à partir de quand tu te dis en fait, c'est vraiment pour ça que je me bats, je vais aller chercher le plus haut niveau. Est-ce que la ceinture de l'Union européenne a été un tournant, un moment charnière, ou est-ce que même bien avant, pour toi, c'est juste une suite logique, quoi? C'est une suite logique. Après, j'y vais un peu étape par étape. Je prends, j'avais toujours en tête ce niveau mondial. Mais sans trop non plus y penser. J'étais vraiment plus étape par étape. Après, combattre et battre des adversaires forts, c'était ça mon moteur aussi, c'est battre des adversaires forts. C'était pas vraiment être champion du monde. C'était plus, je préfère battre quelqu'un de fort que être champion du monde. Maintenant, c'est un peu changé. Enfin, je veux battre quelqu'un de fort, mais c'est vraiment être champion du monde que je veux. Mais à l'époque, c'était plus ça. Et en plus, comme j'étais champion de l'Union européenne en mi-lourd, il fallait que je repasse en super moyen parce qu'en mi-lourd, les boxeurs au niveau mondial, ils font beaucoup de gros cutting et j'ai trop petit, trop léger. Et donc, il fallait que je descende à ce moment-là en super moyen. Ok. Alors ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que dans les boxeurs amateurs, même dans les boxeurs professionnels, mais je vais parler que pour les amateurs dans mon cas, on est beaucoup à viser un titre. Oui. Viser un niveau, viser un certain accomplissement. Et toi, tu parles de viser des adversaires. Oui. Ouais. Un niveau d'adversaire. Alors ça, c'est vraiment super intéressant. J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus. Ton moteur serait donc plus de combattre des adversaires redoutables et de les battre. Ça te motive plus que la ceinture en soi? Comment tu gères Voilà, ça me motive beaucoup plus. Parce qu'en boxe, on peut être champion d'Europe contre... Quand on est champion d'Europe, on est forcément fort, mais on peut être champion d'Europe contre quelqu'un de moyen, et on peut être champion du monde, champion d'Europe en boxant Callum Smith. Là, c'est pas du tout pareil. Et vraiment, moi, ce qui me motivait, c'était vraiment, et ce qui me motive encore, c'est de combattre des adversaires forts et de les battre. Et après, c'est pas forcément la meilleure stratégie en boxe à adopter, parce que il faut avoir un parcours, faut prendre les bons adversaires au bon moment pour atteindre l'objectif final. C'est comme ça, normalement, qu'on gère une carrière de boxe. C'est un peu... Mais moi, mon moteur, c'était ça. Ok, super intéressant. C'était en quelle année que tu es devenu champion de l'Union européenne? En 2019, juste avant le Covid. Il y a 5 ans. Ok, ça marche. Et depuis, donc jusqu'à aujourd'hui, le nombre de combats supplémentaires, les nouveaux paliers, comment ça se passe? Alors du coup, 2019, je deviens champion de l'Union européenne.
Donc là, je pars dans une bonne ascendante. Je vais faire des interviews, je vais à Beansport, etc. Et là, le Covid, il tombe. Donc le Covid, ça a mis un frein net à l'ascension. J'ai pas pu défendre mon titre. Normalement, je devais boxer David Faraci à l'époque. Il a eu le Covid aussi. Enfin, ça a vraiment mis un gros coup de frein. Mais à cette période-là, je continuais à m'entraîner, pas du tout dans une, on va dire, une déception ou quoi que ce soit. J'étais toujours focus. J'étais dans le garage à ma mère. J'ai pris beaucoup de matériel, des trap bars, des trucs, des barres de traction, et je m'entraînais dans mon garage toute une partie de la journée pour justement, pendant que les autres sont peut-être dépités à cause du Covid ou quoi. Moi, je vais m'entraîner et je vais prendre de l'avance sur eux. Et donc voilà, et après je pars en vacances à Lanzarote, et je vais voir pour une salle de boxe, et là je rencontre mon coach de maintenant qui est Jonathan O'Brien, qui est un Irlandais et qui a beaucoup de contacts, et donc grâce à ça, je rencontre pas mal de monde, et là je commence à boxer un peu à l'international. J'aimerais approfondir un petit peu l'aspect que tu as commencé à citer juste avant, concernant la gestion d'une carrière d'un boxeur professionnel. Et ce qui peut faire la différence d'un boxeur à l'autre. J'ai entendu dans certaines interviews que toi, t'es plutôt le profil à chercher des adversaires coriaces, donc tu deviens coriace, et le fait de procéder comme ça ne t'a pas apporté, comment dirais-je, peut-être qu'aujourd'hui, t'aurais pu avoir un niveau, peut-être que tu pourrais déjà être champion d'Europe, champion du monde. S'il y avait quelque chose que tu aurais pu faire différemment, parce que je pense que là, tu as un œil extérieur, en rembobinant le film, je pense que c'est très clair pour toi. Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment pour être plus haut niveau aujourd'hui, si tu devais remonter au début de ta carrière professionnelle? Qu'est-ce qui aurait fait la différence? Quelle chose t'aurais géré différemment? Je pense... J'ai quand même essayé à l'époque de partir, je partais en Angleterre, je partais en Angleterre tout seul, je faisais toutes les salles de boxe, j'ai essayé de vivre là-bas justement pour... Donc je savais déjà à l'époque, j'avais mon idée qu'en France ça allait être compliqué si je voulais atteindre le niveau mondial, de réussir. Donc, mais après vraiment ce que j'ai appris là, c'est surtout ces 4 dernières années, c'est que sans bon staff, c'est-à-dire sans équipe de promotion, sans bonne équipe de promotion, management également, communication, etc. En fait, on peut être Mayweather, Mike Tyson, on n'ira nulle part. On veut pas de toi, tu passes inaperçu. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une des choses. Après, le talent, la volonté, mais en boxe, l'une des choses les plus importantes, c'est vraiment d'avoir une équipe, une bonne équipe de promotion, une bonne écurie, quoi, un bon staff. Donc aussi important à part entière que le niveau, quoi. Ouais, ton niveau, ton assiduité et le staff autour. Malheureusement, c'est peut-être même plus important. C'est même peut-être plus important. Il y a des boxeurs qui sont moyens et qui arrivent à pas être champions du monde, mais même des champions du monde qui sont assez moyens pour le niveau. Tout est relatif, enfin c'est relatif au niveau, parce que quand t'es champion du monde, t'es forcément fort, mais qui n'ont pas un niveau extraordinaire. Et grâce à leur équipe de promotion, les combats qu'ils ont pris au bon moment, etc., ils ont réussi. Et ça, c'est vraiment moi à l'époque, je pensais que, comme je suis toujours très solitaire, c'est pour ça que je fais aussi un sport individuel. Donc, ouais, je vais réussir tout seul, je m'entraîne tout seul, je m'entraîne de mon côté, tout ça. Et je me rends compte que en boxe, même si c'est un sport individuel, sans bon staff derrière, en boxe professionnelle, on peut atteindre des bons objectifs, champion de France mais tout ce qui est championnat du monde, c'est pas possible. Ok. Pour un boxeur amateur, bientôt professionnel ou un nouveau professionnel, ce serait quoi ton conseil pour justement être bien entouré si tu ne l'es pas à la base? Alors ça dépend des ambitions. Si c'est des ambitions, si l'ambition c'est de champion de France ou champion de l'Union européenne, champion d'Europe, on peut rester en France. Il y a des très bons promoteurs. Moi j'étais avec Gérard Tesson, je travaille toujours un peu avec Gérard Tesson. Il est très très fort au niveau européen. D'accord. Quelqu'un qui est très très bon au niveau européen. Et par contre, si les ambitions sont mondiales, là, il faut faire comme Christian Mbili a fait, c'est-à-dire partir comme Christian Mbili ou d'autres, partir à l'étranger. Ok. Est-ce que tu penses que c'est intéressant
de se préoccuper de ça et de peut-être partir à l'étranger Ouais. en début de carrière, ou ça change pas grand-chose de faire une transition en milieu de carrière? Qu'est-ce qui est le plus judicieux pour Le toi? mieux, c'est en début de carrière. Et pour un des conseils que je pourrais donner, c'est d'essayer de tout faire, si c'est possible, pour faire les Jeux Olympiques. Et en faisant les Jeux Olympiques, il y a tous les entraîneurs, promoteurs, managers qui regardent les Jeux Olympiques et qui prennent leur poulain aux Jeux Olympiques pour les façonner comme ils veulent. Et c'est plus compliqué en milieu de carrière professionnelle d'aller dans un autre pays, d'être repéré et qu'on te prenne. C'est plus compliqué Ok. comme ça. Je vais te poser une question peut-être un peu complexe parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Mais selon toi, du début amateur jusqu'au plus haut niveau mondial chez les professionnels, ce serait quoi la ligne directrice idéale? Le nombre de combats, les décisions à prendre, D'accord. peut-être changer de pays, peut-être s'entourer Pour un boxeur en France? en France, ouais. En France, la ligne directrice idéale, ça serait, on va dire, à 18 ans, d'être boxeur amateur, aller en équipe de France, aller aux Jeux Olympiques, pas besoin de faire une médaille ou quoi, mais aller au quart de finale ou demi-finale, et ensuite, à partir de là, se faire repérer par une équipe étrangère. Le mieux, c'est, je pense, le Canada. Je pense que c'est le mieux parce que les Anglais, ils sont plus chauvins, ils sont très très chauvins. Ils aiment pas trop les Français au niveau de la boxe en tout cas. Et une fois que t'es repéré, l'équipe de promotion fait tout à ta place quoi. Ok. Elle va prendre les bons combats au bon moment. Pas contre n'importe qui, ils vont pas prendre un espoir, par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Ils vont prendre par exemple un ancien champion qui a un nom mais qui est sur la pente descendante et comme ça tu bats De sorte à te faire grimper les de te échelons faire progressivement. exactement, de faire grimper les échelons progressivement. Et donc voilà, et on va dire au bout, pas besoin d'avoir 25, 30, 45 combats avant de faire le championnat du monde. Même à 15 combats, c'est bien d'être... Si t'es bien géré, tu peux progressivement, très rapidement plutôt, monter au niveau mondial chez les professionnels. Oui, ouais, très bien. Grâce à une bonne gestion des adversaires. Quand tu parles d'être entouré, d'avoir un bon staff autour de soi, un bon promoteur, etc., peut-être que ça peut paraître très flou au début. Comment toi tu as fait pour aujourd'hui être entouré, trouver un promoteur? Comment ça se passe? Est-ce que c'est les contacts? Est-ce que c'est grâce à ton coach? Comment ça s'est passé pour toi? Moi, je suis pas très bien, je suis bien entouré, mais pas au niveau de l'équipe de promotion justement. Et c'est ça qui me pose des difficultés aujourd'hui. Je prends des combats, c'est pas des combats idéaux pour, par exemple, un promoteur me ferait pas prendre ce genre de combat. C'est un peu, je vais boxer des mecs qui sont sur la pente ascendante. Je suis pas normalement censé gagner ces combattants-là. Et moi, mon objectif, c'est justement de les gagner, de faire un hold-up et d'aller dans cette direction-là. Mais c'est pas la bonne. Enfin, c'est pas la bonne. C'est moi pour moi, c'est la bonne. Mais pour quelqu'un c'est pas la direction idéale à prendre. Voilà. Ok. Par rapport à un boxeur qui a son équipe de promotion, qui monte les échelons progressivement, qu'on met en place, mais pas de façon péjorative, mais qu'on aide sur ce point-là. Toi, tu nages plutôt à contre-courant. Voilà, c'est ça, exactement. C'est complètement à contre-courant. C'est pas la bonne école, on va dire. Ok. Mais tout de suite, en tout cas, je suis obligé d'aller dans cette direction-là. Ok. Et tu dis qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te fait défaut? C'est quelque chose qui me fait défaut. Ok. C'est quelque chose qui me fait défaut parce que c'est compliqué en boxe. Par exemple, à mon dernier combat, c'était à Dublin contre Ali Akhmedov. J'allais boxer dans son écurie de promotion et je gagnais le combat vraiment. Il y avait aucun doute sur au 8e round, je le mets par terre. Je gagnais au moins 8 rounds sur 10 et ils mettent perdant à la fin parce que bon, et donc c'est ça. C'est toujours compliqué quand tu combats pas pour ton écurie de promotion chez toi. D'accord. Si tu mets pas le mec KO, ça reste compliqué. Oui. Donc aujourd'hui, si tu pouvais faire quelque chose différemment dans ton parcours depuis que t'es passé professionnel, toujours sur l'aspect promotion, le staff autour de toi, les combats, etc., qu'est-ce que t'aurais pu faire différemment
qui t'aurait facilité les choses aujourd'hui? Ce qu'il aurait fallu que je fasse, je pense, c'est peut-être de changer de ville, peut-être, pour aller en équipe de France et faire, comme j'ai dit, faire les Jeux Olympiques, etc. Et si j'avais pas pu faire ça, au lieu de partir en Angleterre, sûrement partir au Canada, je pense, ou peut-être dans un autre pays, peut-être l'Italie, l'Allemagne, peut-être. Mais je pense que le Canada, c'était le mieux à faire. Parce que je suis parti en Angleterre justement pour rechercher ça, mais je savais pas que les Anglais étaient très très chauvins à ce moment-là. Ça marche. Parle-nous de ton dernier combat. Enfin, celui qui aurait dû se faire. Oui. C'était il y a 2 semaines de ça, normalement. C'est ça. Ok, 2 semaines de ça. Grosse préparation, camp d'entraînement. On prend contact à peu près à ce moment-là, d'ailleurs. Et puis, c'était aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. C'est ça, c'était à Fresno, en Californie. Et donc, c'était un combat contre Lester Martinez, classé numéro 2 WBA, numéro 10 mondial. Donc très gros combattant, mais j'avais envie de le boxer. J'avais vraiment très envie de le boxer parce que c'est un style très très académique, très classique. C'est quelqu'un c'est un combattant, c'est vraiment et comme je disais tout à l'heure, moi j'aime boxer des adversaires forts et les battre. C'est vraiment ça mon moteur. Et je savais que ce combat-là, si je gagnais ce combat-là, c'était pour une ceinture. Là, ma carrière, elle allait un peu exploser. Et donc vraiment une préparation, grosse préparation. J'ai mis de l'argent dans la préparation. Et bon, j'arrive en Californie et là 6 jours avant, on me dit il s'est blessé et donc le combat se fera pas. Personnellement, comment tu gères ce genre de nouvelles? Alors sur le coup, normalement j'ai l'habitude de ce genre de choses, que ça arrive beaucoup en amateur, ça arrive aussi en professionnel, même les blessures, même de ma part ou de la part des adversaires. Mais là, sur ce combat-là, j'étais vraiment très très déçu. Donc c'était un combat très important. J'étais pas énervé, j'étais juste déçu, un vide d'énergie, on va dire. Ouais, c'est ça sur le coup, un vrai vide d'énergie. Ouais, Parle-nous d'une semaine type d'entraînement lors d'un gros camp d'entraînement pour un gros combat. Tes plus grosses semaines d'entraînement quand elles se présentent, à quoi elles ressemblent? Alors ça va être en général un combat, c'est entre 9 et 12 semaines de préparation. Donc il y a 3 combats par année, donc ça fait à peu près 9 mois de préparation dans l'année, 9 mois de grosse préparation dans l'année parce que le reste c'est l'entraînement qu'on continue. Et donc une semaine, on va dire, ça va être j'ai un jour de repos dans la semaine et le reste c'est 3 entraînements par jour. Donc le matin, moi je me lève assez tôt, je me lève entre 4h30 et 5h. Je me lève, je fais un peu d'hypnose, de méditation, etc. Je me mets dans... Et ensuite, je fais la musculation le matin. Enfin, la musculation, tout ce qui est musculation, entraînement de force maximale, d'explosivité. Ça dure assez longtemps. Moi, je fais à peu près entre 2-3 heures de musculation, etc. Je récupère un peu. Ensuite, entre midi et 14, c'est la session boxe. Donc tout ce qui est boxe, technique, déplacement, etc. Et après l'après-midi, c'est tout ce qui est cardio. Donc sur la piste, endurance fondamentale, sprint en côte. Et après le soir, c'est études de boxe. Donc soit j'étudie des combats de boxe, d'anciens combats de boxe, de Mayweather, ce Gary Leonard ou autre. Soit si j'ai mon adversaire, je vais étudier mon adversaire. Donc c'est toute une journée d'entraînement, une grosse journée d'entraînement. Est-ce que tu as eu des grosses blessures dans ta carrière? J'ai eu, dans ma carrière de boxe, j'ai eu quelques blessures quand même. J'ai eu l'orbite. Je disais tout à l'heure, j'ai eu l'orbite en entraînement. J'ai eu pas mal. J'ai eu les 2 mains. Donc j'ai eu la bandelette sagittale à gauche et le poignet à droite. J'ai eu aussi lors d'un combat, j'ai donné un coup et j'ai rompu mon tendon du biceps complètement. C'était au premier round de mon premier combat à l'étranger au Canada. Ok. À Toronto, donc c'était pas un adversaire trop fort, mais c'était un adversaire, on va dire correct. Et donc j'envoie le crochet gauche, et là je sens que mon tendon il est plus là, et donc je me dis mince, comment je vais faire? Donc il va falloir que je boxe avec un bras. En plus c'est le bras arrière, donc avec un bras avant,
Normalement, on peut tout gérer, mais avec qu'un bras arrière, c'est plus compliqué. Et j'ai pu réussir en me décalant, etc. Gérer avec le bras arrière et je l'ai arrêté au 5e round. Voilà. Tendon rompu, bras avant, premier round, Ouais. à l'étranger, uniquement le bras arrière, tu continues, et tu le couches au 5e. C'est ça. Ok. C'est ça. Et aussi au niveau, et j'ai eu l'épaule, voilà. L'épaule, je me suis opéré également. Ok. Des périodes, donc tes grosses blessures par exemple au tendon, je veux dire comment tu gères la récupération, aujourd'hui est-ce que tu en souffres encore, est-ce que tu as des séquelles? Non, je souffre pas, je le sens de temps en temps. Ok. Mais ça me gêne pas pour boxer, ça a juste un peu, on va dire, modifié mon crochet gauche. Avant, il était un peu plus ouvert, maintenant je le ferme un petit peu plus. Je pense malgré moi, parce que j'essaye de... D'accord. J'y pense pas, ça me fait pas mal, mais je pense que malgré moi, ça a un peu changé mon crochet gauche. Et cette blessure, elle a été plus longue à se réparer que les autres. Parce que normalement, j'ai un corps en général qui met beaucoup moins de temps. Les chirurgiens me disent tu dois reprendre dans 4 mois, dans 3 mois, 2 mois après je suis déjà là. Même les déchirures que j'ai eues, on me dit ouais non, dans 3 semaines c'est pas possible. 1 semaine après je suis déjà à l'entraînement, j'ai pas de problème. Et par contre celle-là, elle a mis plus de 6 mois, elle a mis presque 8 mois, et juste au moment justement où ça va mieux, je fais faire sparring avec Liam Smith. Donc je savais pas si ça allait bien tenir ou quoi, et j'ai fait le sparring avec Liam Smith et tout s'est bien passé. Ok. Les blessures, les imprévus, il y a des éléments extérieurs qui peuvent venir, pour certains, mettre un terme à leur carrière. C'est tout aussi important à gérer, à prévenir, que la préparation physique en soi, que l'entraînement, que la concentration, etc. Est-ce que il y aurait quelque chose que peut-être aujourd'hui avec le recul, l'expérience, ça fait 17-18 ans que tu boxes, par rapport à ça justement, aux blessures notamment, qui peuvent être très très dommageables dans une carrière, est-ce qu'aujourd'hui il y a des choses dans la prévention, des routines, des choses auxquelles tu te prêtes pour faire attention à ça, parce que c'est vite arrivé et ça peut être dramatique, ou pas plus que ça, juste tu t'écoutes et... Pas plus que ça, pas plus que ça, je m'écoute parce que le problème avec les blessures, enfin dans mon cas, c'est que toute la semaine, on a des douleurs partout, quoi. J'ai des douleurs partout et je sais pas laquelle. Donc si je m'écoute trop, en fait, faut trouver le juste milieu entre s'écouter un peu, pas trop s'écouter, parce que si on s'écoute trop, on s'entraîne pas, on fait rien. Toujours blessé, donc il y a toujours quelque chose qui va pas. C'est ça, il y a toujours quelque chose qui va pas. À nager avec, quoi. Voilà, c'est ça. Souvent, on est là, il y a quelque chose qui va pas, ça fait très mal. Bon, tu continues à forcer dessus, c'est bon, ça passe. Et après, ça se guérit tout seul. Tu sais même pas, tu sais pas comment ça se guérit. Quand tu t'arrêtes un peu de t'entraîner, t'as des douleurs qui reviennent. Mais c'est ça qui est compliqué, de bien trouver le curseur et de savoir à un moment la blessure, enfin les douleurs que t'as. Tu peux sentir au fond si c'est une douleur vraiment très très importante, et de pas complètement se mettre en mode robot, on va dire. La perte de poids. Comment est-ce que toi tu gères la perte de poids avec tout ton recul, ton expérience aujourd'hui, et quel est le combat pour lequel tu as dû perdre le plus de poids? Alors le poids, c'est pas quelque chose, c'est pas le plus dur pour moi. Je sais que les boxeurs, c'est très dur pour certains boxeurs, combattants de MMA. Après moi, je peux perdre beaucoup d'eau, donc en général je joue là-dessus, le genre de la pesée. Pendant la préparation, c'est une alimentation qui est pas, on va dire, drastique, pas comme un bodybuilder ou autre, mais qui est quand même limitée. Et le combat où j'ai dû perdre le plus de poids, j'ai eu un combat où j'ai perdu beaucoup de poids parce que justement on m'a prévenu 1 semaine avant, ça avait changé d'adversaire, on m'a dit il va falloir perdre 2 kilos de plus. Et donc là j'ai eu plus de mal, j'ai perdu beaucoup d'eau, et après j'étais après le footing, j'étais vraiment j'arrivais plus à me lever, celle-là elle était dure. Cette perte de poids là, elle était très dure.
Avant chacun de tes combats professionnels, ou même amateurs déjà, mais aujourd'hui, dans les vestiaires, est-ce que tu as une routine particulière pour entrer dans ta bulle, des choses que tu vas répéter, ou est-ce que, je sais pas, juste le fait d'écouter de la musique, de rentrer dans ta bulle, ou est-ce que t'es plutôt à te dire j'ai fait le travail, juste là je me concentre, je me laisse pas, on va dire, attaquer par les pensées négatives, et puis j'y vais et ça va le faire. C'est exactement ça, c'est plus la deuxième. C'est vraiment, j'ai pas de routine particulière, j'écoute pas forcément de musique. Au moment de la mise de bande, je me concentre un peu plus. Voilà, c'est ça, ne pas me laisser submerger par des pensées négatives ou autres. Et vraiment, si la préparation a été faite, la confiance est là. Et ça, c'est vraiment le socle. C'est vraiment cette préparation-là. Et c'est pour ça que que je suis très, très discipliné dans la préparation. C'est que, sans elle, la confiance, je pourrais pas être confiant à 100%. Je me dirais dans les vestiaires, j'ai pas fait ça, je me suis pas bien préparé, entre guillemets. Au fond de toi, est-ce que je mérite vraiment de gagner si je me suis pas bien préparé comme ça? Et donc voilà, c'est ça. C'est mathématique presque. Oui, ouais. Je pense que c'est quelque chose à bien intégrer dès le départ dans n'importe quel sport quand il est question de compétition, de grands rendez-vous, en amont. De se dire que tout se joue à l'entraînement, mais vraiment quoi, il suffit pas de s'entraîner. J'en ai vu, j'ai côtoyé ce milieu pendant quelques années, et j'ai vu certains boxeurs qui pouvaient se contenter de leurs acquis, et on va au combat, mais en fait on n'est pas sûr de soi dans la préparation en elle-même. Alors que quand on a tout donné, je te rejoins là-dessus, et j'aimerais bien que tu approfondisses un tout petit peu, les doutes sont éliminés quoi. Parce que tu as mis toutes les chances de ton côté, et si aujourd'hui tu dois perdre, tu sais que c'est parce qu'il était simplement meilleur que toi. Exactement. Mais toi, en tout cas, t'as rien laissé au hasard. Exactement. Et c'est ça, justement, qui est arrivé à mon dernier combat. J'ai fait une préparation parfaite. J'avais plus aucun doute sur ma préparation. Et j'y suis allé, j'étais vraiment pourtant c'est un adversaire très coriace qui était réputé, etc. Et je savais que c'est ça, s'il gagne, là c'est parce qu'il est meilleur que moi, c'est tout. Et donc il y a le stress du combat, mais il y a un stress en moins, c'est ça, c'est le doute, enfin ces doutes là, etc. Tu l'enlèves à ce moment-là. Ouais. Parle-nous de la transition entre les vestiaires, le ring et le premier round. Mentalement. Dans les vestiaires, généralement, on entend beaucoup de boxeurs dire que c'est le moment le plus pesant, le plus sous pression. Puis la montée sur le ring, où tout s'accélère. Et le premier round, et là, c'est silence, quoi. Limite, on oublie la foule, on n'entend plus ce qui se passe autour. C'est quoi le moment le plus pesant pour toi? Et comment tu vis aujourd'hui ta montée sur le ring, début de combat? Est-ce que t'es conscient de ton environnement, ou est-ce que t'es comme dans ta bulle, toi et ton adversaire, et c'est tout quoi? Voilà, c'est exactement comme tu l'as dit, les vestiaires, c'est vraiment très 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 pesant, c'est un peu pour schématiser, un peu comme si on allait à la couloir de la mort, c'est un peu c'est un peu ça. C'est vraiment une sensation il y a pas énormément de sensations que j'ai eues dans la vie aussi pesantes que celle-là. Et après, à l'arrivée, on marche on va vers la salle. Une fois arrivé dans la salle, moi, j'ai un mélange entre toujours ce stress-là, mais pas qui est pas aussi grand que les vestiaires, et un mélange aussi je suis content, je souris presque, en fait. Je suis content d'être là, et en même temps, je suis stressé. C'est un peu bizarre comme sensation. Je monte sur le ring. Quand je monte sur le ring, j'ai toujours un peu pas de stress, mais plus d'appréhension, on va dire. C'est pas du stress, et je me dis, comment ça va se passer, etc. Et après, une fois que la cloche, elle sonne, de toute façon, t'es là, et maintenant t'es focus. Et donc, j'observe jusqu'à son premier coup. Et son premier jab, je ressens sa puissance de frappe, même avant le premier jab, même sa position, son positionnement, je ressens comment sa dangerosité entre guillemets. Ça te donne tout de suite une image de ce à quoi le combat va ressembler. Exactement, ouais. Okay. C'est pas toujours vrai, mais en général ça l'est quand même. Je vois. Ok, ça marche. Pareil pour toi, tes sensations dans les premières secondes. Ok. Voilà, ouais. On parlait du vestiaire.
Très rapidement, une parenthèse sur la nuit avant le combat. Il y a des boxeurs qui disent qu'ils ferment pas l'œil de la nuit jusqu'au combat, et parce que c'est comme ça, il y a la pression et ça fait partie du jeu. Comment tu les vis, toi, les veilles de combat? Moi, je suis pas comme ça. Je dors très bien avant les avant les combats, parce que j'entends beaucoup. Ouais, je dors pas la veille, je dors pas la semaine d'avant ou autre. Je suis un peu, on va dire, pour m'auto-caricaturer, je suis un peu dans la lune. Je suis un peu. Et c'est au moment venu, j'ai dit, ah oui, il y a le combat. Et là, je commence à avoir le stress. Ok. Ok. Quel serait aujourd'hui ton combat de rêve? Le plus grand combat que tu souhaites vivre? L'adversaire. L'adversaire, l'adversaire c'est Canelo. Canelo dans ma catégorie, c'est ça, c'est Saul Alvarez. Ouais, ça serait vraiment le combat de rêve, quoi. C'est que je regarde depuis que je suis petit, donc ça serait le combat que j'aimerais vraiment faire. Incroyable. J'ai entendu dire que tu préparais les adversaires de Canelo. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux me dire 2 mots par rapport à ça, au sparring, comment ça se passe, les prises de contact, les sparring partners avant les combats, et avec qui tu as mis les gants, avec qui tu as tourné pour leur préparation? Donc là, dernièrement, j'ai mis les gants avec William Skull. William Skull, c'est le dernier combat de Canelo Alvarez, donc c'est un boxeur cubain très fuyant, très bon dans ce qu'il fait. Pas du tout facile à boxer, je déteste ce style de boxe, il bouge partout, c'est très très chiant en fait. C'est pas que c'est compliqué, mais si c'est un peu compliqué, mais c'est chiant. Moi je préfère le combat, je préfère le mec qui vient pour combattre, donc on combat, même si c'est technique, même si j'aime les échecs, j'aime le jeu mental qu'il y a, la stratégie, mais il faut qu'il y ait du combat quand même dedans. Et donc c'était mon dernier sparring. Avant j'ai préparé John Ryder aussi contre Saul Alvarez. Ok. Et voilà, j'ai fait d'autres sparring, mais pour les combattants de Saul Alvarez, c'est ça, John Ryder et William Skull. Et là, c'est leur équipe qui font appel à toi. Comment ça se passe? Tu vas chez eux pour les entraîner? Ils viennent avec... Comment ça se déroule à ce moment-là? C'est leur équipe qu'on fait appel à moi, c'est ça. Quand William Skull, c'était son équipe. Et oui, j'ai oublié, mais je l'ai pas fait. Normalement, je devais, quand j'étais en Californie, je prenais juste l'avion le lendemain, mais il y a Terence Crawford aussi, l'équipe de Terence Crawford, qui a voulu que je mette les gants avec Terence Crawford justement donc ça aurait été mon troisième, mais celui-là, je l'ai pas fait. C'était il y a 2 semaines du coup. Et c'est ça, c'est leur équipe qui vient à moi. Quelle est ta plus grande source de carburant pour tout ce que tu entreprends aujourd'hui, que ce soit dans la boxe ou en dehors? On va dire, moi je suis quelqu'un j'aime les défis, en fait, que ça soit la boxe ou même après la boxe. Moi ce que je voudrais faire c'est par exemple faire de l'alpinisme, grimper le mont Everest, mais bon, avant le Mont Blanc peut-être, mais après le mont Everest, etc. C'est vraiment le défi que j'aime. Par exemple pour la boxe, je visualise l'adversaire que je vais avoir. Si j'ai pas d'adversaire encore, je vais visualiser un autre adversaire, et que j'ai pas le droit de rater cette opportunité-là, et de jamais abandonner. C'est vraiment le fait que je pense et je sens et je sais que si j'abandonne une fois, c'est le début de la brèche. J'ouvre une brèche en moi, et c'est pas mon signe. C'est le challenge, la difficulté, le fait de te prouver que t'es capable de surpasser tout ça qui t'anime plus que le reste. Totalement. Tu parlais de l'après-carrière. C'est toujours un grand sujet dans la boxe professionnelle. Est-ce que tu as déjà pensé? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire après la boxe? Est-ce que tu te donnes une deadline, sujet intéressant aussi, à partir de laquelle tu décideras que ce sera la fin de ta carrière? À quel âge, tu vois? Comment tu gères ça? J'ai pas pensé plus que ça. Je suis tellement focus dans la boxe, vraiment je suis un peu obsédé je suis même complètement obsédé par rapport, c'est pour ça, enfin un peu, vraiment complètement obsédé. Et par contre, le jour où je sentirai que mon corps suit plus, que mon corps commence à baisser, que ma tête, pareil, répond moins bien, j'ai moins de flamme et de feu, là, j'arrêterai à ce moment-là. Mais j'ai pas on va dire, s'il y a 38 ans, je suis encore bien et tout ça, je continuerai à ce moment-là. Comment tu gères les jours où t'as plus envie, où t'as pas envie de te lever, les mauvais jours, quoi? Les mauvais jours, il y en a pas mal. Parce que tu parles de 6 heures d'entraînement quotidien, peut-être qu'il y a un moment où tu te lèves de temps en temps, tu te dis bon, est-ce que tu y vas simplement en mode automatique,
parce que tu le fais depuis tellement longtemps, ou est-ce que t'as des choses à toi qui te sont propres, comme des souvenirs dans lesquels tu te replonges, des choses que tu peux te répéter, ton pourquoi, ta mission, comment tu gères les jours où ça va pas? Non, il y en a pas mal des jours où, ce qui est la motivation, de temps en temps j'ai beaucoup de motivation, mais bon c'est pas tous les jours comme ça, loin de là, parce qu'en plus l'entraînement est dur quand même. Je fais pas des entraînements, parce que moi tous les entraînements que je fais, c'est je fais pas des entraînements on va dire robotiques. Dans mes entraînements je me mets du défi, donc j'écris, donc chaque semaine je dois passer un cap tout le temps, j'écris mes objectifs, je dois faire ça, et je dois absolument y arriver quoi. C'est quand j'ai un adversaire, j'arrive toujours à me motiver, parce que je le visualise, je sais que je dois aller dans cette direction-là, je dois battre cet adversaire-là, Oui. et même quand je commence à me ramollir, je me dis non, il y a cet adversaire-là à combattre, et tu dois y aller. Et quand j'ai pas d'adversaire, je me l'imagine, l'adversaire. Super intéressant. Ok. T'as dit quelque chose qui a tilté en moi, c'est quand tu prends tes notes, quand tu écris, tu donnes des challenges chaque semaine. J'imagine que tu fais ça pour peut-être l'explosivité, l'endurance, la précision, chaque aspect que tu décomposes, et que tu te donnes des nouveaux paliers à atteindre de semaine C'est ça, en semaine. exactement. Que ça soit toutes les séances, que ça soit les séances de musculation, les séances de sprint, même des fois les séances de boxe, de sparring, mais c'est plus physique en général, mes objectifs. Et donc c'est toujours, je sais pas, par exemple je fais des sprints ou de la VMA, j'ai un temps, la semaine d'après... Tu calcules tout en fait. Voilà, je calcule tout. Je calcule tout. J'ai une feuille, par exemple, quand je vais me préparer pour un combat, j'ai une feuille d'objectif final. Okay. Et dans cette feuille d'objectif, je dois atteindre, qui est assez haute, que j'ai du mal à atteindre. J'arrive en atteindre, mais je place la barre vraiment très très haute. Okay. Et c'est toujours des objectifs que j'ai jamais atteints. Donc c'est toujours, je remets jamais les mêmes objectifs. C'est les mêmes objectifs, mais avec des paliers plus hauts. Et donc dans ça c'est ma feuille d'objectif final, et après j'ai une feuille sur chaque semaine des objectifs que je dois atteindre, qui va jouer sur les objectifs finaux que je vais atteindre. Okay. Voilà. Donc ça c'est quelque chose que tu fais par toi-même sur papier? Oui, c'est ça, ouais. Ok. Ça fait combien de temps que tu tiens cette habitude-là? Ça doit faire... Au début je le faisais pas, au début de ma carrière professionnelle, mais maintenant ça doit bien faire quand même 6-7 ans cette habitude-là. J'ai toujours écrit tout ça, mais cette habitude en particulier, 6-7 ans, ouais, je pense. Ouais. Tu répertories les données, et c'est ce qui te permet d'aller chercher plus haut, plus loin, sans pour éviter de rester dans quelque chose de pas de superficiel, loin de là, mais que au ressenti. Voilà, ouais. C'est ça, ok. Exactement. Ok. Exactement. T'es dans l'analyse, et cette habitude, elle me paraît très très puissante, importante. Tu penses que elle a joué un rôle important dans ta carrière? C'est quelque chose d'indispensable aujourd'hui? Totalement, ouais. Je pense que ça m'a fait beaucoup évoluer physiquement, parce que quand tu fais tout au ressenti, ton corps, pas ton corps, ton cerveau peut te trahir. Tu te sens, tu vas faire une séance, c'est comme le chronomètre par exemple. On va faire une séance sur la piste. Tu vas te dire, tu t'es donné à fond. Mais sans chrono, tu sais pas. Et avec le chrono, tu vas pouvoir te pousser. Et vu que moi, je suis dans un état d'esprit où je veux absolument être toujours meilleur, et j'ai pas le droit. Par exemple, je me suis mis des objectifs cette semaine-là, et ces objectifs-là, je dois les atteindre. Et ben, je vais me pousser un peu plus, quoi. Je vais être fatigué, mais non, faut que j'y aille, parce que le chrono, ça doit être ça. Et je pense que ça me permet de me pousser à chaque fois, vu que je m'entraîne toujours tout seul. Enfin, pas toujours tout seul, mais je m'entraîne beaucoup tout seul. Ça me permet c'est de là que vient aussi la confiance, je suppose, de voir la progression sur papier. C'est factuel, quoi. Exactement, c'est factuel, et j'arrive sur un combat. Je sais tout ce que j'ai effectué, je sais mon niveau, je sais que j'ai jamais atteint ce niveau-là. Donc et que lui-même, parce que physiquement je suis quand même un boxeur, j'ai des bonnes capacités physiques, et que lui-même je pense n'a pas cette capacité-là physique-là, donc ça donne beaucoup de confiance au genre du combat. Ouais. Ok. T'as dit que tu t'entraînais seul la plupart du temps. Oui, ouais.
quel est le ratio entre les moments où tu t'entraînes seul et les moments où tu t'entraînes avec un coach? Et c'est intéressant parce que je sais pas au niveau professionnel s'il y a beaucoup de boxeurs qui s'entraînent seuls. Oui. Parce que ça nécessite d'être parfaitement organisé et je comprends mieux du coup l'intérêt de tes fiches de suivi, t'es ton propre coach en fait. Oui, c'est ça, exactement. Du temps. Quel est le ratio, ouais? Le ratio, c'est bien 90%. C'est bien 90% du temps. Après, quand je vais à Lanzarote, j'ai mon coach qui m'entraîne. Mais même à Lanzarote, je fais mes entraînements aussi tout seul. Il me donne des entraînements à faire, mais j'en rajoute parce que je connais mon corps et donc je rajoute des entraînements. Et c'est ça, il y a l'entraînement avec mon coach, les sparring. Et après, depuis le début de ma carrière de boxe, j'ai quasiment toujours fait comme ça. À un moment, je faisais les entraînements tout seul. Enfin, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ok. Du coup, tu t'entraînes 90% du temps plus ou moins seul. Et tu dis que ça, c'est le cas depuis le début de ta carrière, quasiment? Depuis le début de ma carrière. Que ça soit quand j'ai commencé la boxe, que je me levais à 4h30 le matin, 4h30 le matin avant d'aller à l'école. Pareil, le midi, je m'entraînais tout seul. J'ai beaucoup lu sur la préparation physique, sur comment faire mes entraînements physiques. Le soir, je faisais les entraînements de boxe. Mais après, c'est ça, j'ai toujours... Moi, c'est ça, 90% du temps, entraînement seul. Pur autodidacte, quoi. Voilà, ouais. Aujourd'hui, tu l'as imaginé, tu l'as posé sur papier, tu l'as exécuté, tu l'es devenu, quoi. Exactement, ouais. Et les 10% où t'as un coach, j'imagine, c'est avant tes combats, ce genre de choses. C'est ça, avant mes combats, par exemple, pour cette préparation-là, le dernier combat que j'ai fait, qui a été annulé. J'ai fait, on va dire, 9 à 10, 8 semaines d'entraînement vraiment tout seul. Et après, j'ai fait 2 semaines à Lanzarote où là, j'étais un peu plus guidé, même si je continuais à faire mes entraînements tout seul, mais j'étais un peu plus guidé, les sparring étaient plus guidés, je faisais la palette, etc. Ok. Et quand tu t'entraînes seul, tu t'entraînes en salle, comment tu gères les sparring? Quand tu dis seul, t'as quand même des partenaires de combat ou pas, ou comment tu gères? Non, quand je fais tout seul, la musculation, le cardio, etc. La seule partie que je fais pas seul, c'est effectivement le sparring. Ouais. Okay. Le sparring, quand je suis en France, je fais le sparring, j'essaye de me trouver des sparring. Et donc ça, c'est dans ta salle ou tu vas faire différents clubs? Soit je fais différents clubs, soit je vais dans la salle, je ramène des sparring dans la salle, et en général, après, j'évite, avant, quand j'étais amateur, je faisais beaucoup de sparring, même à mes débuts professionnels, je faisais beaucoup de sparring. Maintenant, j'évite de faire trop de sparring. Je fais, on va dire, avant un combat, je fais 5 semaines de sparring avant le combat, mais sinon, tout le reste du temps, je fais pas de sparring parce que j'ai compris et en vue que on a une durée de vie au niveau des impacts qu'on prend. Et donc, plus on prend de coups, plus on descend dans cette durée de vie-là. Et moins on encaisse les coups. Et donc, les sparring, c'est bien d'en faire, c'est indispensable. C'est un des parties d'entraînement les plus importants, mais il faut éviter les coups. Il faut essayer d'en prendre le moins possible. En amateur, c'est bien, parce déjà, au début, on apprend à boxer. Ensuite, on va dire, on n'est pas, mais après des années amateurs, des années de boxe professionnelle, on sait boxer. Donc l'important c'est d'affûter, de se préparer pour un combat particulier, et voilà. Et minimiser le nombre de cours. Et de minimiser le coup. Voilà, c'est ça, exactement. Ok. Je pense que là, même sur ça, t'es complètement à contre-courant. Tu t'entraînes complètement seul, tu fais très peu de sparring. En fait, t'as développé ta propre philosophie d'entraînement, de combat. C'est très très inspirant, très très inspirant. Ok, dans un sens beaucoup plus large, aujourd'hui tu dirais, et je vais peut-être te laisser un temps de réflexion, quelle serait ta plus grande peur? Plus grande peur. S'il y en a une. il y en a plusieurs. Mais bon, on va dire, c'est de mourir sans avoir rien atteint. Pas rien atteint, mais sans avoir atteint une partie de ce que je voulais atteindre. Voilà. Ça va être ça. Ouais, le regret, quoi. Voilà, le regret. Voilà, c'est ça exactement. Dans ta carrière de sportif, ou même en tant qu'homme au sens très large, si tu pouvais remonter le temps et faire quelque chose différemment, qu'est-ce que ce serait? Remonter le temps, faire quelque chose différemment, ça serait de
On va dire que j'ai des valeurs très fortes de loyauté, etc., qui vont pu me porter préjudice. De gens, on va dire, d'être parfois un peu trop gentil ou autre. Et après, ces valeurs-là, je les ai et je les garde et je veux les garder, ça c'est sûr. Mais des fois, être un peu plus égoïste, peut-être d'être un peu plus égoïste, ouais. Par rapport aux relations, tu veux Par dire? rapport aux relations, ouais. C'est-à-dire, je suis, je sais rien, dans un club, avec un promoteur ou autre, ne pas penser plus penser à moi, ma carrière, même si ça peut blesser l'autre. D'accord. Donc ce serait plus ça. Ok. Mm. À quand remonte la dernière fois que tu as pleuré et pourquoi? Il y a très longtemps. Et je me rappelle plus en plus. Je me rappelle plus parce que ça date d'il y a au moins, on va dire, peut-être de l'enfance. Ok. Je pense peut-être 12 ans, 13, 14 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Qu'est-ce que le jeune Pierre de 15 ans qui commence la boxe anglaise, tu penses qu'il se dirait quoi en voyant ce que tu es devenu aujourd'hui? Il serait pas assez satisfait de ce que je suis aujourd'hui. Je suis assez intransigeant avec moi-même quand même. Je suis assez dur. Et c'est pour ça que je fixe toujours mes objectifs très haut. Et il se dirait que là va falloir encore monter parce que là t'as pas du tout atteint ce que tu dois atteindre. Voilà ce qu'il dirait. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au jeune Pierre de 15 ans qui commence la boxe anglaise? Qu'est-ce que je lui dirais? Quel conseil tu lui donnerais? Tes premiers pas dans la boxe anglaise, que ce soit pour la carrière sportive, par rapport à certaines erreurs que tu as pu faire, que tu aurais aimé éviter? Mais c'est ça, de s'entourer des bonnes personnes, avoir le bon staff, d'être, comme je disais, un peu plus égoïste, penser plus à lui. Même si je pense à moi, c'est pas dans ce sens-là, c'est plus dans le sens de... C'est ça de... Si c'est pas le bon endroit ou chercher à aller dans un autre endroit sans se soucier en se souciant moins plutôt, pas sans se soucier, en se souciant moins de ce que pense telle ou telle personne. Okay. Voilà. Quelle est ta définition de la réussite? L'atteinte de ses objectifs personnels, c'est l'accomplissement de soi, quoi. Voilà. Si cette interview était la dernière, c'est la dernière trace que tu laisses sur Internet, sur cette terre, qu'est-ce que tu aimerais dire au monde? Selon mes valeurs, c'est vraiment d'être déterminé, obstiné, d'avoir, si vous voulez atteindre un objectif, de pas avoir, de voir que par cet objectif, d'avoir que un plan A, on va dire. On peut avoir plusieurs plans pour l'atteindre, mais si on commence à penser si j'arrive pas, si par exemple j'arrive pas à être le meilleur pâtissier, peut-être je me mettrai dans non, avoir que ce plan A, avoir que ce plan A là, et de jamais abandonner, parce que le jour où t'abandonnes, t'ouvres une brèche en toi et tu te laisses la permission ensuite d'abandonner, même si tu le veux pas, tu l'as, c'est comme si tu mettais une graine, comme un poison que tu mettais en toi. Donc jamais abandonner, quoi qu'il arrive, quoi que ton mental te dise, c'est ça, jamais abandonner, voilà. Bon Pierre, on se rapproche de la fin de cet épisode. J'aimerais te dire que ça a été vraiment un immense plaisir de te recevoir. Merci. C'est, comme je le dis en début d'épisode, on a connecté d'une manière totalement imprévisible. Ça s'est fait, c'est parti de nulle part. Pour revenir rapidement sur la première rencontre, la première impression, ça s'est passé lors de la classe 9, encore une fois. Tu tenais le rôle d'encadrant et j'ai vraiment... tu sais, j'aime penser, de toute façon, c'est comme ça que ça se passe toujours, mais c'est dans l'action qu'on voit qui est qui. Et ce week-end, on a très peu dormi. On avait tous beaucoup de responsabilités.
je t'ai trouvé très très à l'aise, très à ta place. Je voyais à chaque fois que je te demandais comment tu allais, est-ce que ça va, comment tu gérais le sommeil, on faisait... juste petite parenthèse, il y avait 3 encadrants, plus moi-même, et il y avait toujours 2 encadrants avec moi sur le terrain pour encadrer les candidats, et toutes les 4 heures on faisait un roulement, et donc à chaque fois, au bout de 24 heures, au bout de 30 heures, au bout de 36 heures, ça commence à piquer un petit peu, et à chaque fois que je te demandais si tout allait bien, tu disais, oui, tout va bien, comme si t'avais jamais besoin de dormir, quoi. Et tout s'est super bien passé. C'était un plaisir également de t'avoir dans le staff pour la classe 9. T'as vraiment apporté quelque chose. C'était un grand moment, et je suis fier que tu en aies fait partie. Merci. Cette interview m'a permis en tout cas, vu que tu es le sujet principal, ton histoire, ton parcours, m'a permis de te découvrir, ça nous a permis de te découvrir, et je trouve ça très inspirant. Il y a beaucoup de points dans lesquels je me retrouve, et la manière dont tu gères ta carrière, la façon que tu as de traverser les obstacles depuis tout jeune, d'être complètement intègre, de te retrouver... T'as commencé les sports de combat, le taekwondo à 7 ans, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui, 7 ans. Ouais. Là, aujourd'hui, t'as 33. Oui, c'est ça. 33 ans. Ouais. Donc ça fait un petit moment que tu es dans les sports de combat, et toujours aussi déterminé. Je vois vraiment ton parcours comme une pente croissante. Croissante. Tu vas toujours chercher plus haut, même à très haut niveau aujourd'hui. Tu n'es pas satisfait. Tu vas chercher les prochains paliers. Et c'est complètement exemplaire. Merci. Exemplaire, et je pense qu'on peut tous prendre largement exemple sur ta manière de gérer ta carrière, la manière dont tu gères les obstacles. Toi, c'est dans la boxe, mais ça se retranscrit dans tous les domaines de la vie, que ce soit professionnel, personnel, familial, sentimental, etc. Et ça a été vraiment un honneur pour moi de te recevoir. C'est un honneur que tu m'accueilles aussi. Un plaisir de te découvrir, et puis de t'avoir découvert également sur le terrain. Je te laisse peut-être finir avec un mot de la fin par rapport à cette rencontre que je trouve vraiment magnifique. C'est 2 expériences en 1 semaine d'intervalle à peine avec le camp et cette interview. Moi, je suis vraiment comblé. Encore voilà, que des expériences, 2 expériences coup sur coup extrêmement enrichissantes. Pour moi et pour toi aussi, je l'espère. Oui, vraiment, merci beaucoup pour l'accueil, pour la confiance que tu as eue de m'intégrer à la classe. C'était vraiment une super expérience pour moi, l'interview, enfin le podcast maintenant, À ton retour de Californie en plus, tu rentrais en France oui. 2 jours avant, quoi, ou je sais plus. C'est ça, exactement. Ouais. Et vraiment, merci beaucoup. Moi, je regarde tes vidéos, justement, j'en ai pas parlé, mais je regarde tes vidéos depuis que tu as commencé, enfin presque, je pense, peut-être 1 an après que tu aies commencé. Okay. Et justement, ça, j'en ai pas parlé pendant l'interview, mais le matin, une de mes routines, justement, je fais mon hypnose, je peux visualiser et je mets au moment du petit déjeuner, ou au moment où je mange, avant la séance de musculation, je mets justement tes podcasts avec David Goggins, Jocko Willink ou autres, et très très inspirant, donc c'est un honneur d'être ici avec toi aussi. Pierre, merci à toi. Merci à toi. C'était exceptionnel, un très bel épisode, très content, je pense que tu as délivré une tonne de valeur, et pour la suite, je te souhaite tout le meilleur pour ta carrière, pour les prochains combats. À ce que j'ai compris, t'es loin de penser à raccrocher les gants. Non, pas du tout. Ouais. Absolument pas. Donc je te souhaite le meilleur, on va suivre ça de très très près. Et puis mettre un maximum de lumière sur un combattant tel que toi, qui le mérite, qui se bat tout seul dans l'ombre depuis plus d'une 15aine d'années dans ce sport. C'est complètement exceptionnel. Tu représentes en fait, et je finirai sur ça, tu incarnes véritablement les valeurs que je mets en avant, que je prône sur Motive-Action, sur ce podcast et dans mon camp d'entraînement. Alors Pierre, je te serre la main. C'était un vrai plaisir. Le plaisir était pour moi. On se dit à très bientôt. À très bientôt.